Bonjour, je me présente, Pierre Gosselin. Je suis apiculteur hydromelier. Vous êtes dans la boutique du domaine du Clos des Brumes. Je vous souhaite la bienvenue. Le domaine du Clos des Brumes s'est spécialisé depuis 35 ans dans l'apiculture pastorale. Donc, qu'est-ce que l'apiculture pastorale? Pour moi, c'est le déplacement, c'est la transhumance. On déplace les abeilles, les ruches en fin de compte, dans différents sites. Moi, j'explore présentement que la flore mellifère montérégienne. Donc, je déplace mes ruches en Montérégie en fonction des différentes floraisons. De cette façon-là, les abeilles peuvent récolter entre 12 et 14 variétés de miel distincts. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une mieline qui se fait, disons, si on parle par exemple du miel de fleurs de tilleul, pendant ces temps des tilleuls, il y a des régions où j'ai plusieurs tilleuls, j'apporte mes ruches là. En début du mois de juillet, c'est la floraison, les abeilles vont butiner les fleurs, ils vont rentrer une quantité de miel que moi je vais identifier sur mes cadres. Et lors de l'extraction, je regarde si mes cadres n'ont pas été touchés, parce que s'il pleut, ils peuvent revenir en arrière, puis mélanger ça avec d'autres variétés de fleurs que les autres je vais mettre de côté. Et lorsque je vais chercher une concentration que je dirais presque parfaite, je vais extraire ce que les abeilles m'ont donné comme concentration. Et je mets l'étiquette dessus, miel de fleurs de tilleul. Qu'est-ce qu'on entend par extraction? C'est un cadre. En fin de compte, les abeilles vont bâtir la cire. Okay? Pour un livre de cire, les abeilles vont consommer les 10 premières livres de miel. Nous autres, lorsqu'on est chaud dessus, eux autres vont consommer du miel, ils ont des anneaux, puis à travers les anneaux, ils vont fabriquer la cire. Qu'est-ce que j'appelle extraire? C'est qu'un coup le cadre est bâti, les autres, ils vont rentrer du miel à l'intérieur. Moi, le miel, je m'arrange pour qu'il soit 100% operculé, c'est-à-dire lorsque le miel est rempli, les abeilles vont chercher à peu près 80% d'eau, c'est du nectar, en fin de compte. Les jeunes ouvrières, eux autres, vont faire une ventilation dans la ruche qui va amener la concentration autour de 16,5-17% de taux d'humidité. Puis lorsque eux autres, ils jugent que le miel il est parfait, ils vont mettre un petit capuchon de cire dessus qu'on appelle un opercule. Donc, moi, lors de l'extraction, avec un couteau chaud, je vais enlever l'opercule, je rentre ça dans une centrifugeuse, et là, par centrifuge, le miel va s'extraire. Les autres, c'est toujours extrait à froid et le miel est non pasteurisé. Les abeilles, eux autres, ils butinent surtout entre 5h et 11h le matin lorsque la sève monte dans la plante pour aller extraire le nectar. Comme je disais que le miel, moi j'extrais qui va être 100% perculé, ça a une importance sur je dirais, sur le goût du miel. Le miel, il est parfait. Si jamais à l'automne, il m'arrive que mes cadres ne sont pas tous operculés, moi, je vais les mettre dans des chambres de maturation. Qu'est-ce qu'une chambre de maturation? Je les laisse dans mes hausses à miel ici. C'est des hausses. Puis, qu'on va pouvoir voir tantôt dans les champs lorsqu'on va aller visiter les ruches. Je vais mettre ma hausse, puis je mets des ventilateurs. Et avec la ventilation, là, je vais avoir je vais terminer le travail des abeilles parce qu'il va manquer peut-être 5-6% de taux d'humidité. Puis là, ce qui arrive au même taux que les abeilles auraient dû mettre un opercule, moi, je vais extraire. Comme ça, j'ai toujours une concentration parfaite de mes miels et qui va avoir une incidence certaine. Donc ça, c'est magnifique. Il va avoir une incidence certaine sur, que je prétends, bien sûr, sur la fabrication des hydromels. Là, il y a une question que je me fais poser souvent. Comment tu fais pour savoir que ton miel de trèfle, c'est du miel de trèfle quand tu as toutes sortes de variétés de fleurs autour? Comment ça se fait que l'abeille n'a pas ses autres fleurs? La question est bonne parce que c'est ceux qui vont y aller, ces autres fleurs. Mais en réalité, nous autres, les apiculteurs, on a une charte mellifère. Qu'est-ce que ça veut dire, une charte mellifère? Une charte mellifère, ça veut dire que l'abeille, elle, dans son principe, l'intelligence est collective. Donc, il faut qu'elle fasse le minimum de voyages pour le maximum de nectar. Donc, il y a des abeilles qui sont spécialisées pour trouver ça.
Si on prend l'exemple du miel de trèfle, c'est à peu près 11 voyages pour amener à peu près 1 gramme de nectar à la ruche. Si on prend un miel, par exemple, de géranium, c'est 500-600 voyages, c'est pas mellifère du tout. Donc, on pourrait avoir des champs de géranium à perte de vue. Si j'ai un 30 arpents ou seulement qu'un 2-3 arpents de trèfle, ils vont se tenir que sur le trèfle. Puis, ils vont laisser tomber les autres fleurs autour. Donc, c'est la même chose. Si on prend le miel de fleurs de pommier maintenant, moi j'en fais, mais en fin de compte, c'est un miel, je pourrais dire, un peu forcé. Moi, je le mets à mes ruches au Mont-Saint-Paul, au Mont-Yabasca. Donc, le monsieur, lui, est en pommiculture biologique. On sait que le pissenlit arrive en même temps que la floraison du miel de fleurs de pommier. Le pissenlit, c'est beaucoup plus mellifère que le miel de fleurs de pommier. Donc, si les abeilles sortent de la ruche, puis il y a du pissenlit à terre, ils ne vont pas sur les fleurs de pommier. Donc, on fauche le pissenlit, il sort de son coincé, il monte ses fleurs de pommier parce que ce que lui recherche, pas le miel, c'est la pollinisation. Okay. Fait que là, ils vont polliniser. Ah, okay. Pourquoi qu'on va... La pollinisation aussi qui est intéressante, parce que c'est un revenu pour nous autres aussi, les apiculteurs, c'est que l'abeille, elle est un peu Roger Bontemps, elle, puis lorsqu'elle pollinise, elle rentre dans la fleur, puis elle se promène à droite à gauche parce qu'elle va chercher du pollen et du nectar. Fait que là, quand elle se promène d'une fleur à l'autre comme ça, toutes les étamines qui sont autour, elle les touche, donc il y a une meilleure fécondation. Tandis que les autres insectes sont à l'extérieur de la fleur, puis les autres, c'est étamine par étamine. Fait que ça peut te prendre 10-15 insectes pour féconder une fleur, tandis qu'une abeille, là, elle pollinise ça, c'est pas long. Puis si tu coupes une pomme en deux, c'est rempli de pépins. C'est sûr que c'est une abeille. Si tu vois qu'une pomme est déjà mal formée, il y a un coin qui n'est pas fait, des fois, ils sont comme carrés sur un bout et tout, c'est des insectes qui l'ont pollinisé à l'extérieur, la pollinisation n'est pas parfaite. Donc, pour la pollinisation, les abeilles font un meilleur travail que les autres insectes. C'est pour ça que c'est quand même très recherché. Présentement, c'est important. Moi, je travaille avec l'abeille québécoise ici. C'est le cheptel, c'est une abeille mellifère. La mère, c'est toujours de la québécoise. Pas la mère, c'est de la reine italienne. Puis les bourdons, c'est des Québécois. Toutes les ruches sont placées d'une façon asymétrique, je dirais, parce que c'est leur façon, eux autres, de reconnaître la ruche pour retourner à leur ruche. Est-ce que toutes les abeilles, lorsque c'est le temps de la mieler, vont retourner dans leur ruche? C'est faux. En principe, là, quand la mielée est finie, il n'y a aucune abeille d'une autre ruche qui est capable de rentrer. Il y a des gardiennes. Mais s'il y a une abeille qui se trompe de ruche et qui arrive bourrée de nectar, il la laisse rentrer. Ici, c'est mon nucléi. C'est le nucléi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous autres, en apiculture, présentement, on perd entre 15 et 20 de nos ruches par année à cause de la varroise. Souvent, on met son masculin de varroa, qui est un petit acarien, la grosseur d'une tête d'épingle, qui se loge sur l'abeille, puis en fin de compte, qui enlève toute son énergie, puis qu'elle finit par mourir. Ça attaque également le couvain. Présentement, on travaille sur le plan préventif, donc il n'y a pas présentement de médicaments pris ici pour pouvoir enrayer cette maladie-là. Moi, je travaille la cohabitation, donc les ruches, ils peuvent être atteints, mais on travaille sur la prévention tout simplement. Quand j'ai une ruche qui est très forte, je vais enlever, dans la première hausse du bas ici, là, ça c'est le couvain, c'est la pouponnière, OK? Donc, la reine est en bas, puis on voit, il y a une petite marque brune ici, c'est un garde-reine, ça empêche la reine de monter, de fondre en haut. Les hausses en haut, c'est du miel. Le propolis, en fin de compte, ce qui arrive, c'est que les abeilles vont calfeutrer l'air, toutes les prises d'air, avec du propolis, qui est une forme de colle qui vient de la cueillette sur les bourgeons, surtout les bourgeons de peuplier, les bourgeons de saule, à la rigueur sur les conifères, mais surtout sur le peuplier, c'est très populaire. Donc, les abeilles, la reine ici est à l'intérieur.
Ici, puis elle pond à peu près 2000 œufs par jour. Okay. L'abeille, elle a une durée de vie entre 35 et 40 jours maximum. Donc, les abeilles travaillent 24 heures sur 24. L'abeille, elle, la reine, avant, elle vivait facilement entre 4 et 7 ans. Maintenant, à cause de la maladie, puis un affaiblissement, je dirais, sur le plan génétique, on a eu des reines qui vivaient 1 année, 2 ans, malheureusement. Donc, la façon de travailler ici, c'est que présentement, on va travailler la fécondation sur la génétique des faux-bourdons. On augmente la génétique des faux-bourdons, puis on s'arrange pour que l'abeille, la reine, se fasse féconder plusieurs fois au lieu d'une seule fois dans son vol nuptial, qui se fait à peu près entre 10 et 15 mètres de haut. Donc, pour que les mâles puissent aller la féconder, donc elle a un bagage génétique plus grand qui va amener une plus grande... on espère une plus grande résistance à la maladie du varroa. Présentement, c'est comme ça qu'on travaille ici. Il n'y a pas seulement que le varroa qui rend en péril présentement l'apiculture au Québec. Je dirais que la biodiversité. Ici, on est dans un champ de verge d'or que je cultive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est poussée sauvage, mais je l'ai fauchée 2-3 fois pour qu'elle puisse se multiplier davantage. Même la verge d'or s'est rendue rare dans notre région. Nous autres, les gens l'ont enrayée. Donc, si vous vous dites un matin dans la région de Montréal ou même en Montérégie, on se lève puis on s'en va pique-niquer dans un champ de fleurs, vous n'en trouverez pratiquement pas de champ de fleurs. Premièrement, pourquoi la biodiversité diminue? C'est qu'avec les nouvelles recherches, on prétend que lorsqu'on coupe le bouton de la fleur, lorsqu'on coupe le foin en bouton, ça donne une meilleure protéine à l'animal. Donc, de cette façon-là, l'abeille n'a pas accès à une fleur pleinement épanouie. Donc, ça a déjà un impact. Il y a beaucoup d'herbicides modifiés génétiquement. Ça veut dire que la semence, elle a une résistance aux herbicides, à l'insecticide. Fait que l'abeille, déjà affaiblie le varroa, elle va dessus, ça l'affaiblit, ça lacère son intestin aussi. La biodiversité aidant, puis en plus, il y a tous les courants à micro-ondes. Ça veut dire, les micro-ondes, pour nous, c'est tous les courants où les gens se servent pour communiquer avec eux autres, avec les téléphones cellulaires qui sont de la même fréquence que nos abeilles, peuvent amener une désorientation lorsque le courant est assez fort, puis ils vont se retrouver. On va porter une attention particulière à ne pas mettre nos ruches dans ces endroits-là. Comme ici, vous allez vous apercevoir qu'il ne fonctionne pas votre téléphone cellulaire. Il faut s'en aller plus loin dans le champ pour que ça puisse capter. Ah. Avant, on disait un homme, c'est une façon de parler dans notre jargon, un homme, 500 ruches. C'est-à-dire, un apiculteur était capable tout seul de s'occuper de 500 ruches. Moi, c'est sûr que je suis un apiculteur, j'en ai toujours à apprendre. Moi, je trouve qu'avec 150 ruches, on travaille beaucoup le côté sanitaire, les visiter et tout ça, pas trop parce qu'ils n'aiment pas ça, mais on fait plusieurs visites aux ruches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie. Quand j'ai commencé l'apiculture il y a une vingtaine d'années, c'est sûr, à cause de la façon que maintenant on fait les coupes de foin, on en fait 3, 4, 5, là, puis comme j'expliquais, on fait la coupe de foin lorsque la fleur est en bouton au lieu d'être tellement... On pouvait faire entre 150, 200, 250 livres de miel. Maintenant, ici dans la région, ça va entre 60, des fois 40 et 100 livres de miel. Et c'est important de comprendre, c'est pas parce que le champ est en fleurs que ça donne du miel, ça prend des conditions aussi. Il faut qu'il y ait de la pluie, juste ce qu'il faut pour que la sève puisse monter à l'intérieur de la plante, pour que l'abeille y ait accès. Puis les abeilles commencent à travailler de bonne heure, 4-5 heures le matin, là, ça va chercher le matin, c'est bon pour la mieler, ça rentre. Là. Quand il fait trop chaud, il n'y a pratiquement plus rien, là. Là, ils vont chercher du pollen. La première chose que les abeilles vont chercher, c'est de l'eau. En deuxième, c'est du pollen. En dernier, ça va être du miel pour eux. Okay. C'est la nourriture des ouvrières, ça. Ici, on a l'eau qui est quand même assez élevée, on est chanceux, c'est bourré de castors hein, ici. Là, on a une digue de castors, puis en fond plein. Ça a tout amené une biodiversité, puis l'agriculteur qui est à côté, il laisse là. Il crée des brèches une fois de temps en temps, mais ça ne prend pas 24 heures à colmater et tout ça. Présentement, on est retourné à des méthodes un peu plus pas ancestrales, là, mais je dirais qu'aujourd'hui, qui ont fait leur preuve, ils remettent du purin beaucoup. Avant, c'était que de l'engrais chimique. Maintenant, on va retrouver ça plus rarement.
Bon, ici, on se retrouve dans le chai. Le chai, c'est l'endroit où l'hydromel va vieillir. Là, il y a une absence de fûts. C'est que les fûts, je les utilise une fois, après ça, je les revends. Là, j'attends une nouvelle commande pour septembre pour partir d'autres recettes. Chacun des fûts, c'est des 200 litres. Il y a des 120 litres français, tout dépendant de la façon qu'ils sont fabriqués. On voit la façon américaine, la façon française. Donc, chaque fût a des correspondances. Donc, c'est ce que ça veut dire, moi, lorsque j'achète des fûts, je vais commander, j'achète le cœur de l'arbre, puis je vais demander un séchage entre 24 et 36 mois au soleil, et avec des techniques de brûlage. Donc, chaque fût va avoir des caractéristiques de brûlage à l'intérieur pour être capable de recevoir mes mielés. Il n'y a pas de mielé qui va avoir le même fût avec le même brûlage à l'intérieur. Moi, je travaille avec du fût français et du fût américain présentement. Je pars des recettes, différentes recettes, tout dépendant de la mielée que je vais recevoir. Ça peut être des 200 litres, 300 litres dans une année. Et après ça, antérieurement, ce que je faisais, dans les 3 fûts, disons que je faisais du blé noir, j'avais 3 fûts ou 5 fûts. Lorsqu'ils arrivaient à l'âge de 6-7 ans, là, je les mettais dans des cuves ici avec chapeau flottant. Les cuves à chapeau flottant, ça me permettait de faire un assemblage des 5 fûts. Même si on part la même recette, identique, les fûts sont neufs, il y a une mini-variable qui va se faire d'un fût à l'autre. Donc, quand on fait l'assemblage, de cette façon-là, on tombe avec un produit uniforme. Présentement, je ne fais plus ça. Là, ce qui arrive, c'est que je numérote mes fûts, puis en 2003, là, quand j'embouteille, on embouteille le fût numéro 1. Les gens savent que quand ils dégustent, c'est le fût 1, après ça, c'est le fût 2, c'est le fût 3. Ça vieillit toujours mieux en fût qu'en cuve, un produit. Quand c'est en cuve, c'est fait pour embouteiller. Fait qu'ici, c'est de la matière vivante. Pourquoi qu'on choisit le bois, pour ma part? C'est que le miel, c'est un puissant antioxydant. Donc, quand je le mets à l'intérieur d'une matière vivante, lui est en réaction avec la porosité du bois. Même si elle est infime, il y a de l'air qui va rentrer. Et l'air va contribuer à développer les arômes. Bien sûr, le brûlage à l'intérieur va confiner des arômes, va aider à la mielée à s'exprimer. Il ne faut pas qu'elle l'emporte, il faut qu'elle l'aide à s'exprimer. Et tout ça, ce mariage-là fait en sorte aussi que le miel est en contact avec l'air. Il va développer davantage une puissance antioxydante à l'intérieur de ça. Et ça fait que c'est antiseptique, le miel vieillit bien. Ma fermentation première et secondaire va toujours se faire en fût de chêne neuf pour ma part. Donc, le produit, ma fermentation va se faire soit dans des fûts qui viennent de France, que j'importe du Limousin en France, ou de la Californie, dans des petits fûts qui vont varier entre 100 120 litres, tout dépendant de la provenance, et 200 litres. Donc, de cette façon-là, moi, ma vinification va toujours se faire à froid. Okay, à température fraîche pour maintenir les arômes. On achète des levures qui vont nous aider à travailler à très basse température. C'est la façon que je fais. Et je vais introduire tout dépendant de certains hydromels, des méthodes de bâtonnage s'il faut. C'est-à-dire que dans le fût, je vais rentrer un bâton et je vais pratiquer un remuage des lits. Pour, en fin de compte, pour remettre les lits en suspens, pour donner de la rondeur, des saveurs au miel. Ça peut se faire pendant 2-3 ans. Tous les produits ici sont vieillis minimum 5 ans, entre 5 ans et 20 ans fût de chêne avant d'être embouteillés. Je fais présentement 6 produits. Je fais un produit Solidago, c'est le nom latin pour désigner le nom de la fleur, la verge d'or. C'est Selcanus lautan. Ça, c'est vinifié à froid dans de petites barriques de chêne françaises et américaines. Je travaille toujours dans du fût neuf, moi. Toujours dans des matériaux neufs. Je veux que ce soit que la mielée qui soit différenciée d'une année à l'autre. Mielée automnale Eliane, c'est une réserve. Ça, c'est fait à l'automne. Eliane, c'est un miel de fleurs sauvages parce que mes abeilles, je les ramène à l'orée des clairières ici. Donc, ils vont butiner tout ce qu'ils trouvent en clairière. Puis, il y a peut-être une 60aine de fleurs qui rentrent dans la composition du miel, donc un miel très fruité. Donc, je pars une fermentation cette fois-ci que dans la barrique de chêne américaine, sur l'ifine. Bâtonnage pendant 3 ans, je laisse reposer 3 ans, il va dormir. Puis après ça, j'embouteille au bout de 6 ans. J'ai la cuvée blé noir. Nos ancêtres, pour désigner le sarrasin, ils appelaient ça du blé noir.
Donc, c'est un sarrasin qu'on cultivait antérieurement. Il y a une année sur deux, je le cultive. Sinon, c'est mon voisin qui le cultive. C'est une ancienne semence. Donc, il est un miel très foncé, très noir, à une concentration presque parfaite. Ça, c'est vinifié dans de la barrique de chêne américaine, de la petite barrique. Bâtonnage, 12 mois, vieillissement, 6 ans. J'embouteille au bout de 7 ans, mais généralement, au bout de 5 ans, je peux faire l'embouteillage du blé noir. Le duché vieux chêne, ça, c'est un hydromel. Ça fait partie de mes recherches. C'est un hydromel qui est fait à partir d'un miel de fleurs de tilleul, un assemblage de miel de fleurs de clairière. J'essaie toutes les sortes de fûts, là, pour voir comment je fais faire exprimer davantage mes mielés. Quand j'ai acheté mes fûts canadiens, ça c'est un 88, j'avais acheté ça. Puis j'avais mis mon hydromel à l'intérieur de ça, puis je l'ai houillé continuellement. Houillé, c'est vu que ça respire, ça s'évapore, c'est le fait de le garder toujours bien plein avec le même produit. Donc les 10 premières années, je l'ai gardé. Pourquoi si longtemps? C'est qu'à chaque fois que j'y goûtais, je trouvais qu'il goûtait trop le bois. Fait qu'au bout de 10 ans, le fût, ça m'a un peu fatigué, le fût canadien. J'ai commencé à faire de l'importation avec du fût français. Donc je les ai mis dans des fûts français, j'ai mis un bouchon dessus, puis j'ai dit bof. Je ne voulais pas lâcher, je vais les oublier. Lors d'une visite au chai, on a commencé à déguster ça, il y avait 12-13 ans, il y avait 12 ans. Puis là, on a trouvé que le vide d'air, l'oxydation, le vide d'air, c'est écrit en oxydation, ça va accentuer les arômes de noisettes, de caramel latent dans le miel, dans l'hydromel. De cette façon-là, on l'a dégusté. Puis après ça, on s'est dit, vu que j'avais 5 barriques, j'ai dit, on va en embouteiller une à tous les 2 ans, puis on va suivre le produit. Donc, c'est sûr, à 12 ans, j'avais une partie qui avait s'évaporé, à 14, à 16. Avec les clients, on se partageait les bouteilles. On embouteille, puis les clients qui le veulent, on se partage ça entre nous autres. Puis, on a trouvé ça tellement bon à 16 ans, on trouvait ça intéressant. On a dit, on va sauter le 18 ans, puis on va aller tout de suite à du 20 ans. On a embouteillé 20 ans, puis on s'est gardé une barrique pour à l'âge de 30 ans, pour le plaisir. Mon dernier né, je suis vraiment très heureux, c'est une fine fleur. C'est Fine Fleur Thomas, c'est un hydromel au nom de mon petit-fils. Liliane, c'est le nom de ma fille, c'est son nom d'hydromel. C'est que quand on m'a annoncé que j'étais près de grand-père, j'ai commencé à faire plein de recherches. Puis j'ai fait des assemblages. Ça, c'est un miel de fleurs de céréales avec de miel de fleurs sauvages qui est vinifié à froid pendant 3 ans dans de la barrique neuve. Et après ça, je vais mettre à l'extérieur dans de la barrique de chêne canadienne pendant 7 ans, qui va subir toutes les intempéries, chaud, froid, gel, les chaleurs torrides de l'été, le produit va travailler. C'est sûr qu'il y a une forte évaporation qui s'ensuit. Et après 10 ans, j'embouteille ce produit-là qui donne un produit assez atypique. Donc l'été, la chaleur cuit le produit, quoique ça prend beaucoup de temps avant que ça cuise parce que le côté thermique du bois garde quand même une certaine fraîcheur, mais on fait monter la température le plus possible parce que je le mets au soleil et l'hiver au gros froid. La froidure de l'hiver s'est harmonisée un peu avec les étés qui ont été très chauds, torrides, pour développer un produit très intéressant. Ça, c'est mes dernières recherches. Là, c'est mes réserves, ça. Ah, OK. Oui. Mais celui-là, il est vinifié en fût français. Présentement, il arrive dans sa 8e année. C'est un assemblage de miel de fleurs sauvages de clairière montérégienne. Il y a de la fleur de céréales à l'intérieur de ça. Lorsqu'on boit ça, en fin de compte, c'est ce qui donne la vie à une fleur. C'est la sève qui monte, que les abeilles ont amenée. C'est ce qui donne la vie à une fleur. C'est ça qu'on boit qui est mélangé avec de l'eau. C'est fascinant. Moi, je suis convaincu qu'on fait un des meilleurs miels au monde ici. J'en goûte partout dans le monde quand je me promène. C'est sûr que je suis habitué au miel de mes abeilles, mais je suis capable de reconnaître le miel qui est superbe en Gaspésie. Je le goûte au miel du Québec. Quand je vois de l'extérieur du Québec,
il y a des miels qui sont intéressants, mais nous autres, avec la biodiversité qu'on a, puis les différentes sortes de miel, sur le plan gustatif, c'est une pure merveille.